On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le pilote automobile Bertrand Godin pour parler de consommation responsable, surtout dans le temps des fêtes. Mais tout d'abord, développer son plein potentiel numérique, formation conjointe entre le Cégep de Saint-Jean et la Chambre de commerce. Réaliser le plein potentiel numérique de votre personnel, voilà une formation conjointe donnée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu et la formation continue du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je trouvais l'idée très intéressante et également de pouvoir la communiquer au public et aux entrepreneurs qui nous regardent en ce moment. Deux invités pour en parler. D'abord, le directeur général de la Chambre de commerce, Michel Milot. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Jérémy Fraser, qui est le directeur de la formation continue au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une collaboration? Non, on a fait quelques collaborations. Comment s'appelait la formation? M3I superviseur. On l'a fait 2 à 3 ans en collaboration avec le Cégep. Donc, mais le Cégep, c'est un partenaire à la Chambre depuis plusieurs années. Donc, annuellement, on fait toujours un petit quelque chose ensemble. Bon, d'où vient l'idée de cette formation? Bien, en fait, Mario Aman du Cégep a appelé Nathalie et a dit, écoute, j'aurais un projet à vous présenter. On a fait une rencontre, parce que c'est quand même une assez grosse formation qui nous a présenté. Fait qu'on a fait la demande au CPMT, Commission partenaire des marchés de travail, au complet, là, toute la demande, ça a pris plusieurs mois, mais finalement, on a eu la réponse, c'était accepté. Fait que de là qu'on est allé de l'avant avec cette formation. C'est une formation qui existe déjà, Jérémy? En fait, c'est une formation qu'on offrait aux étudiants qui étaient en retour progressif sur le marché du travail, des gens qui avaient besoin de mise à niveau, si on veut. Et puis, on se rendait compte simplement qu'il y avait de moins en moins de personnes. Évidemment, on a de moins en moins de chômeurs. Et plutôt que on voyait tout le potentiel de cette formation-là. Donc, on l'a tout simplement revisité un peu pour voir comment on pourrait l'offrir aux entreprises parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin en entreprise. Bon, on dit plein potentiel numérique de votre personnel, la nouvelle formation autodidacte adaptée à la réalité des entreprises d'ici. Ça veut dire quoi, Michel? Bien, en fait, les employés là, en milieu de travail vont prendre la formation. Exemple, peuvent prendre Excel, Word, Outlook, ou il y a de la comptabilité également qui va se donner. Il y a une multitude de formations. Vont le faire en milieu de travail. Le mardi, mercredi, jeudi, ils vont avoir par le team un prof de disponible pour lui donner un coup de main, répondre à leurs questions. Tout ça en milieu de travail. Bon, on l'a dit, donc, c'est une formation qui est virtuelle, donc via Teams. Donc, qui donne le cours et ça dure combien de temps, tout ça, Jérémy? Mais le cours est offert par la formation continue du Cégep Saint-Jean. Et pour ce qui est de la durée, les gens, moyennant un test d'admission, qui vont faire un test au niveau de l'inscription, qui vont un peu établir les besoins. Qui sont rendus, là, ouais. Exactement. Puis la formation qui va leur être proposée va être adaptée. Donc, ça peut varier entre 15 et 75 heures là, par personne. Et là, je précise, j'en profite là, pour le mentionner, ça va débuter le 7 mars 2023. Les gens vont pouvoir s'inscrire par l'intermédiaire du site de la Chambre de commerce, là, de ccihr.qc.ca. Je vous fais une belle promotion. Merci. Donc, entre 15 et 75 heures, oui, exactement, selon les habilités des candidats en question. Voilà. Est-ce qu'il y a un... Je comprends qu'on est par Teams, là, mais est-ce qu'il y a un maximum de personnes qu'on peut avoir? Ou le financement, est-ce que le financement vous limite aussi dans le nombre d'étudiants potentiels? Non, le financement va avec un minimum d'étudiants potentiels. Donc, il y a beaucoup de place. Ce n'est pas un enjeu. Là, Puis, grâce à la CPMT, mais le coût de l'inscription, il est seulement de 395 $. Et les heures de l'employé qui fait sa formation sont remboursés à 85 % sur un maximum de 25 $ de l'heure. Donc, si la personne prend 40 heures à faire sa formation, bien, 40 heures fois 25 $ de l'heure fois 85 %, c'est le montant du salaire de l'employé qui va être remboursé à l'employeur. Donc, ça ne coûte pas grand-chose à l'employeur. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais en même temps, les employeurs ont toujours cette fameuse obligation, du 1 % je ne sais trop. Là. Les entreprises doivent avoir des frais en formation, doivent former leur personnel.
Tout à fait. Il y a toujours la fameuse loi du 1 qu'on appelle, sauf que je dirais que le contexte est tellement particulier. Il y a la pénurie de main-d'œuvre, puis ils ont. C'est pas pour rien qu'il y a une subvention salariale là, qui est liée à la libération du personnel. Les gens peuvent plus se permettre, les entrepreneurs peuvent plus se permettre de même libérer les membres de leurs équipes. Donc, je dirais que même s'ils ont l'obligation, ils ont des choix à faire. C'est rendu à ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu avec une offre hyper adaptée qui essaie d'accommoder un peu tout le monde dans tout ça, de faire en sorte que l'employé puisse se perfectionner, aller greffer des compétences à leur profil professionnel, puis faire en sorte en même temps qu'il n'y ait pas trop, disons, de conséquences au niveau du roulement de l'entreprise. C'est quoi les avantages, les bénéfices pour les entrepreneurs? Bon, je comprends que ça ne leur coûte pas grand-chose, mais au final, là, les connaissances que ces travailleurs-là vont acquérir au fil du temps avec cette formation-là, ça va être quoi le bénéfice réel pour les entrepreneurs, les entreprises? Il y en a plusieurs. Un, tu as la rétention de personnel. Deux, tu as la productivité de l'employé qui va améliorer ses capacités, va améliorer sa performance. Et le bien-être aussi de l'employé d'apprendre, d'étudier et de se sentir plus compétent quand son supérieur lui demande quelque chose. Fait que c'est à ne pas négliger. Puis je peux me permettre de compléter. Dans la formation, il y a quand même un gros bloc qui vise tout ce qui est des outils collaboratifs. Ouais. Ça a connu un essor assez important dans les derniers mois, dernières années. Donc, c'est quelque chose c'est de changer un peu son mode de travail. Puis ça, on le traite dans la formation. Donc, tout ça fait en sorte que l'entreprise y gagne également, tout comme l'employé. Ça peut paraître bizarre comme question, mais bon, à la base, moi, des fois, puis peut-être par erreur, je prends pour acquis que les gens qui travaillent aujourd'hui en 2022 connaissent Word, connaissent Excel, connaissent PowerPoint. Mais des fois, quand on gratte un peu, on se rend compte, ça dépend aussi si on a affaire à travailler ou non avec ces outils-là. Probablement, quand ça fait 10, 12 ans, 15 ans que tu te taponnes là-dedans, tu deviens bon ou tu as trouvé des trucs. On ne sait pas tous les mystères de chacun des logiciels. Mais on se rend compte aussi qu'il y a encore des gens qui connaissent peu ou pas ces logiciels-là, Jérémy. Oui, en fait, bien, c'est un fait pour les gens qui travaillent, par exemple, dans le domaine du service, de la restauration. On sait que c'est un secteur qui a connu quand même beaucoup de mouvements. Quand ils se retrouvent à travailler dans une autre fonction de travail, bien, comme on dit, c'est des bases qu'ils ont besoin pour bien évoluer. Mais la bureautique reste quand même, je dirais, plutôt comme étant justement un fondement fonctionnel. On doit passer par là pour pouvoir aller acquérir peut-être plus des compétences en matière je dirais, d'autonomie en tout ce qui touche les plateformes de collaboration, Teams, SharePoint, OneNote et compagnie. Là, on passe à d'autres niveaux. Puis, tu as besoin de cette compréhension-là de base pour bien opérer puis bien... Bien, c'est comme les logiciels de comptabilité. Tu sais, je regarde le Sage Business Cloud, QuickBooks, Acomba. Personnellement, je connais rien là-dedans. Donc, si demain matin, j'avais à jouer dans ces logiciels-là, honnêtement, je ne saurais pas quoi faire. Je présume qu'ils ne doivent pas être plus compliqués que les autres. Là, ça doit s'apprendre. Mais je peux comprendre, même dans certains cas, ça peut être utile peut-être pour des gens qui sont dans les services de comptabilité des entreprises, mais des fois, ça peut être utile aussi dans d'autres choses, j'imagine. En fait, toute entreprise a besoin d'un minimum là, en termes d'exploitation de ces systèmes d'information comptable pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Puis, ces formations-là permettent, entre autres, d'évoluer aussi sur des nouveaux systèmes, parce qu'on le sait que ça a bougé quand même relativement rapidement dans les dernières années. Je pense juste à QuickBooks, qui ont connu une évolution assez importante, qui offre d'autres dimensions, si on veut, au niveau de la comptabilité, ce qui fait que cette formation-là permet à des gens qui ont quand même des bonnes bases, ni plus ni moins, mais qui peuvent transiter ou migrer vers des solutions plus actuelles. Oui. Mais tu sais, c'est comme monter un PowerPoint. Évidemment, si tu en as déjà fait dans ta vie, ça va. Si tu n'en as jamais fait dans ta vie, ça se peut que tu perdes beaucoup de temps à essayer de mettre les belles images aux bonnes places puis de faire une belle présentation. Mais encore faut-il avoir un minimum de connaissances là-dedans. Est-ce que les entrepreneurs vous le disent, vous autres, à la Chambre de commerce, des fois, ils sentent que leurs employés ont peut-être des carences dans certains domaines ou certaines connaissances ou manipulations de logiciels? Moi, on fait des sondages annuellement vers les employeurs, savoir quel genre de formation qu'ils aimeraient qu'on offre à la Chambre. Et à partir de là, bien, on travaille pour venir en aide là, aux employeurs
le plus qu'on peut. Mais, tu sais, aujourd'hui, on évolue tellement rapidement dans le numérique que des formations comme ça, là, je pense que c'est pour monsieur ou madame tout le monde. Tout à fait. Parce que ça va trop vite. Puis si tu ne l'utilises pas souvent, tu perds les notions, tu perds du temps, tu es moins productif. Puis à la limite, ça devient frustrant pour l'employé qui se sent moins compétent. Bon, pour partir le groupe début mars, là, vous avez besoin d'un minimum de combien de personnes? Bien, il n'y a pas vraiment de minimum. Jérémy, je ne sais pas si vous avez un minimum. On n'a pas pris. Ben, normalement, c'est en fonction. On va s'adapter. C'est un projet, je dirais, c'est une première version. On va y aller, mais on visait, je pense, minimalement une vingtaine de candidatures. Mais c'est pas. Comme on dit, on va être en mesure aussi de venir ajouter des ressources, comme c'est en ligne. Si on a besoin de plus de personnel pour venir accompagner d'enseignants, on pourra le faire à ce moment-là si on n'a pas suffisamment de disponibilité, parce que c'est important pour nous qu'il y ait un bel encadrement qui est offert aux gens qui vont y participer. Mais en cours de route, on va s'adapter. Là. On est en projet pilote essentiellement. Oui, c'est ça. Puis il faut savoir aussi que c'est sur 3 sessions. Donc, on fait la première session en mars 23, automne 23 et hiver 24, hiver, printemps 24, pour terminer l'engagement qu'on a avec la CMPT. Okay. Et là, donc, le message à passer, c'est aux chefs d'entreprise d'inscrire ou de regarder dans leur entreprise qui aurait besoin de cette formation-là, la faire connaître, puis ultimement s'y inscrire pour commencer la première cohorte. Là. Excuse-moi, Jérémy, mais l'employé aussi peut dire boss, moi, j'aimerais ça, avoir une petite mise à niveau dans ce domaine-là où je ne le maîtrise pas du tout, puis j'aimerais ça. Je pense que avec tout ce qu'on offre, tout cet ensemble-là, c'est vraiment possible. C'est un bon point, donc, c'est de dire aux gens qui nous regardent, donc, allez voir votre boss et dites-leur, j'ai une belle formation, puis ça ne coûte pas grand-chose. Exactement. Non, au contraire, c'est ça exactement. Bon, juste en résumé, peut-être pour que... Je sais que le service de formation continue existe au Cégep Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est au juste le service, Jérémy? Le service de formation continue répond à des besoins de requalification de la main-d'œuvre. Donc, on forme essentiellement une population adulte qui veulent se réorienter, qui veulent se perfectionner, qui veulent avoir une promotion. Donc, on a des attestations, ce qu'on appelle des formations courtes techniques, des attestations d'études collégiales. On a d'autres pans d'ailleurs. En fait, on offre du service aux entreprises, donc de la formation sur mesure. On rencontre les directeurs des ressources humaines ou les propriétaires d'entreprises pour tenter de voir comment on peut les accompagner dans le développement de leur main-d'œuvre, les rendre encore plus autonomes, aller chercher de la compétitivité. On a également tout un pan de francisation. Donc, on a un campus qui est situé à Brossard. Et là, cette année, on va avoir tout près plus de 20 classes de 20 étudiants qui passent à travers les 4 niveaux de francisation. Mais c'est un gros morceau parce que je regardais, donc, c'est quoi? C'est tout près de 2700 adultes à chaque année qui passent par le service de la formation continue Campus Saint-Jean et Brossard. Là. Exactement. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, oui, effectivement. C'est utile, voire essentiel pour les entreprises, Michel? C'est essentiel. Faut... Tu sais, je l'ai dit tantôt, je vais me répéter, mais pour la rétention, puis pour le bien-être de l'employé, puis se sentir performant au travail, là, c'est essentiel. Donc, réaliser votre plein potentiel numérique avec cette formation offerte conjointement par la Chambre de commerce et le service de formation continue du Cégep Saint-Jean. Ça commence début mars 2023. Ça coûte presque rien. De la part, donc, pour les entreprises ou pour les employés, dites ça à vos patrons. Bref, vous pouvez vous inscrire via le site web de la Chambre. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle du grand retour du tournoi de hockey d'antan de Venise en Québec qui aura lieu au mois de février avec M. le Président et M. le Conseiller Steve Robitaille. Manquez pas ça. C'est un bon moment de l'année pour parler de consommation responsable. Évidemment, c'est le temps des fêtes, mais même à l'année, la consommation responsable reste un sujet important. Oui, il y a des services de raccompagnement privés, il y a Nez Rouge, il y a le taxi, mais il y a aussi des gens qui vont probablement consommer. On ne sait pas trop à quelle hauteur, mais qui vont probablement aussi prendre leur auto dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bref, on parle de ce sujet avec un coureur automobile, mais qui est aussi un instructeur et un expert en sécurité routière. Bertrand Godin, bonjour et bienvenue. Hey, bonjour, merci. Comment on devient expert en sécurité routière?
Ah, c'est un bien beau mot, le mot expert, mais vous savez, même après toutes ces années, j'apprends encore. Donc, le mot expert, là, on pourrait plutôt dire espère. Non, ben c'est certain qu'avec bon, ça commence hein, tout jeune par la passion de la conduite automobile et ça nous emmène aussi à connaître plusieurs bêtises qu'on peut faire. Dans mon cas, là, on monte des années 80, c'était une autre époque. Et puis, bon, j'ai fait des bêtises en voiture comme la plupart des gens de cette génération-là. Et par la suite, ben, je me suis lancé en sport automobile. Donc là, c'était vraiment pousser une voiture, comprendre les phénomènes dynamiques, contrôle de facteurs humains aussi énormément là-dedans. Et depuis 11 ans, ben, j'ai la chance d'être instructeur à l'École nationale de police du Québec en conduite d'urgence. Donc, pour moi, c'est à chaque jour, je suis en conduite. Donc, le mécanisme de la conduite qui est des connaissances directement liées au sens de l'observation, beaucoup de facteurs humains qui influencent ce mécanisme-là, tout comme la technique. Donc, c'est un tout qui nous amène à se poser beaucoup de questions, à se remettre beaucoup en question sur beaucoup d'éléments. Qu'est-ce qui fait que cette année, tu as décidé de te joindre à l'action communautaire de la brasserie Labatt? Ah, ben pour moi, la brasserie Labatt, bon, on remonte à 2003, la première année que nous avions fait ensemble, là, justement, des campagnes de sensibilisation pour faire en sorte que les gens prennent la bonne décision de ne pas prendre le volant lorsqu'ils ont consommé. Et depuis 4 ans, ben, pour une quatrième année consécutive, ben, je suis très, très heureux d'être associé à la brasserie Labatt là, pour continuer de propager ce message et tout simplement de dire aux gens, quand vient le temps de fêter, préparez-vous, planifiez à l'avance. Le jugement est toujours meilleur avant d'avoir consommé qu'après. Il y a quand même un changement de culture qui s'est opéré quand on regarde dans les 30, 40, même les 50 dernières années. Les gens de ma génération se souviennent que leurs parents ou leurs grands-parents de l'époque se vantaient même de conduire avec une bière entre les deux jambes. Après ça, on a eu ceux qui étaient, disons, très amochés, qui prenaient 2, 3 cafés, puis qui décidaient de prendre la route. Mais après ça est arrivé évidemment la réglementation, les lois vers la fin des années 80, l'arrivée de nez rouge et les changements de culture. Et je regarde nos enfants aujourd'hui qui ont, disons, un regard qui est différent du nôtre. Donc, est-ce que ce changement-là, il est bien entamé ou s'il y a encore des écueils, malheureusement, en cours de route? Mais le message sera toujours à propager, année après année. C'est certain que lorsqu'on voit toute cette belle évolution-là, et c'est tellement vrai, et on en est très fiers parce que souvent les gens vont dire le message passe pas, il passe le message. Parce que pour voir la nouvelle génération, les jeunes, qui sont beaucoup plus disciplinés qu'à l'époque, aujourd'hui, on voit des jeunes, pour avoir fait nez rouge à quelques occasions, de voir les jeunes se préparer. Là. Donc, il y en avait un qui recueillait toutes les clés de chaque invité, observait s'il y en avait un qui avait pris un verre d'alcool, eh bien, les clés ne lui étaient pas remises. On téléphonait à nez rouge et puis on leur accompagnait tout simplement. Donc, c'est beau de voir ça. Donc, mais il faut toujours rappeler que l'alcool peut agir sournoisement. Des fois, les gens prennent une consommation, 2 consommations, se disent « Ah, je me sens bien, il n'y a pas de problème ». Et là, décident de prendre la voiture. Oui, il y a des drames, mais oui, aussi, il y a des gens qui se font prendre, puis on ne voulait pas nécessairement être hors la loi, mais tous les problèmes qui en découlent sont nombreux. Donc, c'est pourquoi que la meilleure solution, c'est quand on prend le volant, eh bien, il ne faut pas avoir consommé. Mais est-ce que l'imposition du facteur de tolérance zéro chez les jeunes conducteurs entre 17 et 22 ans, eux, c'est 0, 0, 0. Est-ce que le fait qu'eux, on leur impose ça dès leur début de carrière de conducteur, est-ce que déjà là, est-ce qu'on n'est pas en train d'ancrer un nouveau principe auprès des jeunes, des nouveaux conducteurs? Bien, c'est tellement vrai ce que vous dites parce que le fait d'avoir commencé sa carrière de conducteur avec cette règle-là de dire, bon, moi, je peux pas prendre d'alcool,
eh bien oui, ça se poursuit par la suite. Et ça, c'est comme ça aussi qu'on arrive à changer la culture. Et ça, oui, parce que ça rentre dans nos habitudes. Bon, en même temps, il y a des gens qui, dès qu'ils consomment, disent « Ah, moi, ce soir, c'est soit conducteur désigné ou je prends un taxi ou je prends un nez rouge ». Pour d'autres, et probablement la majorité, il y a des gens qui vont consommer un certain seuil, 1, 2, 3 consommations. Puis là, ça dépend si c'est de la bière, du vin ou des spiritueux, et qui disent connaître un peu leur seuil de tolérance et se sentent confortables de conduire avec un certain nombre de consommations. Comment on peut guider ces gens-là? Puis on le sait, là, c'est probablement la majorité qui va prendre quelques consommations et qui va quand même prendre le volant par la suite. Oui, c'est très à risque lorsqu'on joue avec cette sensation de se dire ah, je pense que je suis correct. Parce que vous savez, oui, il y a le 0.08, mais il y a aussi les facultés affaiblies. Et ça, les facultés affaiblies, vous savez, c'est une consommation associée à de la fatigue, des médicaments, certaines drogues. Donc, qui va faire en sorte que à ce moment-là, s'il arrive quelque chose de problématique sur la route, bien, le temps qu'on met à voir la situation, parce que oui, les facultés affaiblies, ça dérange l'observation, la gestion de la vision, de l'attention. Associé à ça, bien, autant d'analyse. Parce que là aussi, lorsqu'on se déplace en voiture, le temps d'analyse devient vraiment important. Plus vous avez de distance, plus vous êtes capable de voir à l'avance et d'analyser, plus sera facile la manœuvre. Alors que lorsqu'on a consommé, eh bien, ce temps-là est vraiment rallongé et ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas en mesure de pouvoir faire des bonnes manœuvres. Qu'est-ce qu'on entend par faculté affaiblie? Parce que, bon, oui, il y a la règle du 0.08 et il peut y avoir l'influence de médication ou d'autres drogues. Mais dans les faits, quand on dit avoir les facultés affaiblies, c'est quoi? C'est le temps de réaction, c'est le temps d'analyse, c'est la confusion, c'est le jugement? C'est tout ça ensemble. Vous savez, conduire une voiture, surtout dans nos conditions au Québec, c'est pas toujours facile parce que ça peut changer. Il y a tellement de variations au niveau de ce que la voiture peut faire dans son environnement. Donc, à ce moment-là, les gens vont pas percevoir une plaque de glace, vont analyser toujours en retard. C'est la raison pour laquelle, lorsque on a vu des vidéos, on a peut-être même vu sur la route des gens justement louvoyer. Donc, la personne est toujours à l'arrière de la voiture, alors que c'est une façon de parler, là, mais en voiture, lorsqu'on est au volant, l'anticipation devient la plus belle sécurité pour justement agir à temps. Et lorsqu'on a les capacités affaiblies, eh bien, on n'est pas en mesure d'avoir autant ce facteur-là à notre avantage. Pour Bertrand Godin, ça veut dire quoi, la consommation responsable? Est-ce que ça veut dire consommer un peu, beaucoup, moyennement, pas beaucoup, de manière raisonnable? Ça veut dire quoi de la consommation responsable? Bien, consommation responsable, ça peut être peut-être prendre, oui, beaucoup d'alcool, OK, mais d'avoir fait le choix avant de ne pas conduire, d'avoir en main le numéro de nez rouge, de Uber, peu importe le moyen, mais de s'abstenir de conduire. À ce moment-là, bien, lorsqu'on choisit un conducteur désigné, je rappelle aux gens, c'est pas celui qui a consommé le moins, c'est celui qui n'a pas consommé du tout. Donc, avec les produits zéro alcool qu'on peut retrouver sur le marché, je pense que ça part de là. Donc, moi, personnellement, je préférais ne pas trop consommer, pas consommer du tout et pouvoir justement prendre la voiture de mes copains à l'époque pour être celui qui était le conducteur désigné. Bon, parlant de conducteur désigné, on a vu, ça fait quelque temps que ça a émergé, mais là, je sais que c'est de façon beaucoup plus organisée, entre autres sur le territoire de Longueuil, je pense, avec le quartier 10-30 à Brossard, mais il y a d'autres bars aussi qui maintenant, d'emblée, demandent qui est le conducteur désigné, va mettre un bracelet, va même offrir gratuitement des consommations sans alcool durant toute la soirée. Ça, c'est un beau geste. Oui, c'est un beau geste et de plus en plus, on voit ce genre de geste-là, même avec la brasserie Labatt, là, pour ceux qui vont acheter de la Corona Sunbrew en paquet de 6, bien, il y a 5 $ qui est remis à nez rouge. Il y a plein d'organisations comme ça qui
qui prônent justement cette sécurité quand vient le temps là, de repartir pour la maison. Et ça, ben, on le voit, la communauté a tellement évolué par rapport à toutes ces décennies où on était tellement loin. On les appelait les bons vivants, ceux qui prenaient le volant sous l'effet de l'alcool à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, c'est pourquoi on peut se féliciter avec les médias qui en ont parlé, mais surtout la population qui a embarqué dans ce mouvement-là. Et ce qui est un peu aussi intéressant et peut-être paradoxal à la fois, c'est de voir, bon, on l'a vu, bon, la SAQ qui elle-même fait des campagnes de promotion sur la consommation raisonnable, mais de voir aussi des brasseurs, des compagnies privées, comme Labatt, entre autres, qui décident aussi de faire la promotion de la consommation raisonnable. Tout à fait. C'est pourquoi que c'est vraiment toutes les organisations. Puis, il faut lever notre chapeau à Nez Rouge. Parce qu'à l'époque, les gens étaient gênés de prendre Nez Rouge. Et aujourd'hui, c'est rendu un automatisme. Et la Brasse Labatt, ça fait 14 ans qu'ils sont associés à Nez Rouge pour justement promouvoir tout ça. Fait que ça a été un travail de longue haleine. C'est certain que malheureusement, on en voit encore des gens qui passent à travers les mailles du filet. Mais c'est pourquoi que de rappeler aux gens de se préparer, eh bien, oui, des campagnes de sensibilisation ont bien leur place dans notre société. Donc, Bertrand Godin qui se joint à l'action communautaire de la brasserie Labatt pour promouvoir la consommation responsable. On est dans le temps des fêtes. Merci beaucoup, Bertrand Godin. Bonne continuation. Bien, merci et passez des joyeuses fêtes avec tous ceux qu'on aime. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme la Ville le fait à chaque année, le 25 décembre et le 1er janvier, le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu est gratuit. Et ce n'est pas juste le transport urbain, mais aussi le transport interurbain avec la 96 en direction de Montréal. À demain. Bye-bye.